Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode de CM Podcast. Je suis toujours Jérémy et toujours accompagné de Guillaume. Pour rappel, nous sommes deux infirmiers qui avons créé Earthcare Movement, une association qui lie les problématiques environnementales à l'impact sur notre santé. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier, c'est une interview sur un sujet d'actualité, du moins pour la personne qui est à mes côtés. Nous allons aborder la question des régimes alimentaires en s'appuyant sur le vécu de Guillaume, qui vient de terminer 2 mois de régime sans FODMAPs, un terme qui vous est peut-être inconnu, mais dont on reviendra largement dessus dans cet épisode. Au sommaire de cet épisode, justement, on reviendra d'abord sur les origines de tes troubles alimentaires, l'élément déclencheur qui t'a conduit à faire ce régime et les limites que tu as pu rencontrer. Bref, j'ai plein de questions à te poser. Alors Guillaume, dis-nous comment tu vas aujourd'hui. Eh ben écoute, ça me fait bizarre de pas présenter ce début d'épisode et puis d'être aujourd'hui un peu l'interviewé et pas l'intervieweur. Et sur un sujet par contre qui me concerne et je pense qu'il va concerner énormément de personnes. Et aujourd'hui en fait finalement on va aborder un peu le bien-être. Et ça c'est un sujet qu'on adore partager et adore discuter. Et c'est vrai que bah là, franchement, honnêtement, quand je dis: «Je vais bien», et d'ailleurs, c'est un terme du Moyen Âge, faut pas l'oublier quand on demande, «Comment allez-vous?» c'est, «Comment allez-vous au niveau intestinal?» et donc du coup, c'est Ok. pour ça que le terme, un peu «Comment allez-vous?» je trouve qu'aujourd'hui, je peux réellement te répondre: «Je vais super bien». Bon, bah, déjà, c'est une super nouvelle et je pense que c'est très important qu'on apporte cette notion de bien-être, comme tu l'as dit, d'autant plus que on va parler d'un sujet qui concerne, comme tu l'as dit, énormément de Français et énormément de personnes dans le monde. Les troubles intestinaux et notamment, les FODMAPs sont, relativement nouveaux, en fait. Ça appartient, à des problématiques, récentes, je dirais même. Du moins, elles ont été des mots ont été mis dessus très récemment et je pense que c'est intéressant, d'en parler et puis aussi de ton expérience, faire un peu un compte rendu général de, sur la forme d'un régime alimentaire, quelles limites on peut voir? Quels sont tes est-ce que tes objectifs que tu t'es fixés t'ont permis de ne pas craquer? Parce qu'on a souvent aussi cette notion de craquage qui arrive assez fréquemment sur le terrain. Mais bref, on va un peu reprendre dans l'ordre toute cette thématique et j'aimerais qu'on reparte un peu au commencement. Est-ce que tu te souviens, des premiers symptômes que tu as eus et comment s'est un peu déclenché, tes troubles intestinaux? Ouais, ben, déjà à la base, donc s'il faut revenir quand j'étais, plus jeune, à La Réunion. J'ai effectivement redemandé à mes parents parce que du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté où, je sais pas quand est-ce que ça a commencé, enfin, c'est toujours un peu flou et souvent, ça va même être très flou finalement. Mais là où j'ai réellement mis un mot dessus, on va dire que c'est vers mes 18 ans. C'est là où je me suis mis à faire du street workout, donc c'est de la musculation, poids du corps, où on fait des sortes d'acrobaties au niveau d'une barre de traction, et vu que je faisais du sport tous les jours, beaucoup de sport, beaucoup d'abdos, ben, là, j'avais un régime alimentaire où je mangeais de tout, viande, légumes, féculents. Faut pas oublier qu'on est à La Réunion, donc on mange épicé. Je mange énormément de riz. J'ai et parce qu'à l'école, par exemple, tous les midis, il y a du riz. Donc du coup, donc je consomme énormément de riz et on verra que, bah, effectivement, le riz, ben, comme ça, consommé, Donc en très grande quantité peut avoir un impact? ouais, ça peut avoir un impact, mais c'est surtout le riz de mauvaise qualité et nous, c'est du riz long, dans des sachets de 10 kilogrammes, OK. voire, 50 kilogrammes. Forcément, c'est pas des trucs qui sont très, très bons. Et il y a du gras, il y a les samoussas, les trucs, enfin des trucs super OK. bons, quoi, hein, Ouais. mais effectivement, c'est beaucoup de gras et ça impacte énormément et après ça va aussi avec la personne et c'est toujours, bah, un peu comme on le disait, c'est comme on le sait, c'est un peu, est-ce que notre intestin s'est adapté au monde d'aujourd'hui ou pas? Et en fait, on voit que, bah, moi, dans mon cas et dans les personnes, en règle générale, c'est-à-dire qui ont des troubles intestinaux, bah, c'est plutôt l'intestin qui s'est pas adapté. Et du coup, moi, en fait, bah, de plus en plus, j'avais des mal de ventre, ballonnements, mais
ça allait parce que j'avais un équilibre en fait entre mon sport et même une alimentation. Je pouvais aller au McDo, je pouvais aller, manger dans un fast-food sans aucun problème. Enfin, ça changeait rien à mon alimentation, à mon impact. Par contre, j'allais 3 fois par jour, aux toilettes et j'avais des selles, des diarrhées, des selles liquides tout le temps. Et pour moi, c'était normal et c'est ça OK. aussi la notion, c'est que pour moi, j'allais 3 fois, aux toilettes par jour. Je mangeais, j'allais aux toilettes. Donc en Il y a fait, ouais, tu avais déjà les premiers symptômes, mais dans ta tête, dans ton esprit, c'était normal, c'était normalisé, en fait. Ouais, c'est ça et à un moment, en fait, on se pose la question quand même parce que je faisais énormément d'abdos, sauf que j'avais pas le visuel sur mes abdos. J'avais toujours, Un le ballon. ventre ouais, le ventre, inflammé, une sorte de le ventre tendu, tu sais? Ouais. C'est vraiment, et tu alors que pourtant, avec la quantité d'abdos que je faisais, à un moment, tu te dis: «Mais c'est pas normal, enfin, normalement, je devrais voir quelque chose». Et c'est vraiment ce ventre, vraiment gonflé et ça c'est une des c'est quelque chose où on peut réfléchir et se dire, «C'est bizarre» Oui, et donc tu te souviens de ce moment-là, c'est quand tu te regardais dans la glace après tes séances, de ouais, ouais, musculation, tu te dis: «Il y a un truc qui cloche». ouais, tu te dis: «Il y a quelque chose qui va pas». Du coup, qu'est-ce qu'on fait normalement? Bah, du coup, tu poses la question à tes parents, tu te dis: «Il y a quand même quelque chose, c'est bizarre», et là, du coup, on va voir, des spécialistes, des gastro-entérologues, des choses comme ça et tout va bien. Personne ne remarque rien, les analyses sont bonnes, tout est bon et en fait, personne ne met un mot sur, ce qu'on va appeler, plus tard le côlon irritable, en Ouais. fait. Un syndrome du côlon irritable et en fait, pour revenir, bah, du coup, j'ai une collègue, là où je travaillais qui, met le mot dessus, C'est elle qui emploie le mot la première ouais fois? et qui me dit: «Bah, c'est marrant, moi j'ai un peu la même chose et ça s'appelle le côlon irritable» et c'est la première fois que j'entends ce mot-là, si je reprends, c'est il y a 2 ans, 2 ans en arrière, Ah ouais, donc c'est récent. où j'ai le terme, exact, côlon irritable et où je me dis: «Bah, oui, mais en fait, alors après, c'est que j'ai pas cherché, j'ai pas poussé les Oui, recherches. oui, tu te J'ai cons dit: «Bon, le gastro-entérologue, il dit, il y a rien, ouais, bah, il y a rien, bah, c'est normal», tu ouais, vois? du coup, tu l'as encore normalisé, en fait. Même le point de vue scientifique n'étant pas là, tu t'es dit dans ta tête: «Ça fera partie de moi toute ma vie peut-être, quoi». C'est ça en plus, on est infirmier, c'est pas quelque chose qu'on voit dans notre formation. C'est pas un symptôme, plus que ça, qu'on Oui. voit. C'est pas, donc effectivement, tu normalises et puis, on t'apprend que faire du tourisme médical, d'aller voir plusieurs médecins, bah, c'est pas top, tu vois? Nous, on demande à nos patients de pas faire ça, donc forcément, tu vois un spécialiste, 2 spécialistes, ils te disent tous la même chose. Tu dis: «Bon, Oui, bah, bah, je voilà, vais ouais, pas chercher plus loin, quoi». Mais si j'ai arrêté de faire du sport, bah, j'avais toujours, cette mal au ventre, des ballonnements, et puis, je mangeais, j'allais aux toilettes et c'était jamais des selles, constituées. C'était toujours des selles très molles, très liquides, sans irritation forcément, mais voilà. Donc, OK. Et ça m'évoque quelque chose. À quel moment tu t'es dit, bah, là, donc tu l'as normalisé pendant plusieurs années manifestement, parce que c'est arrivé, durant ton adolescence. Là, très récemment, du coup, tu as eu ce régime alimentaire, donc tu vas revenir dessus et nous en parler. À quel moment est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit: «Là, ça devient handicapant. Là, je me rends compte que par rapport soit à mes objectifs sportifs, soit, dans ma vie quotidienne, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai plus d'informations sur ce sujet», donc il y a eu un travail de recherche où tu as parlé avec tes collègues et de ça, est-ce que tu t'es dit: «Il «Faut que je fasse quelque chose», ou il y a quelque chose à mettre en place, ou je dois trouver, une diététicienne, une nutritionniste? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Est-ce que tu ouais. peux nous en parler? Bah, je pense que tu t'en souviens aussi un petit peu, parce que du coup, on en a quand même parlé et c'était ça qui était cool. Mais, je pense que le vrai cheminement de pensée, il vient de ce qu'on a créé, de l'association. Alors il faut savoir que le côlon irritable, l'origine pour revenir un peu aux origines du côlon irritable, c'est souvent et très souvent lié au stress. J'ai fait la 2 fois la première année de médecine, et je m'y suis concentré et consacré énormément parce que du coup, les études pour moi en règle générale ont été relativement, je dirais pas faciles parce que voilà,
je suis dyslexique, enfin j'ai plein de petites choses qui m'ont demandé beaucoup de concentration. Mais on va dire que là où je me suis énormément concentré et énormément passionné, en fait, c'était pendant ces 2 années, de médecine et en fait, c'était beaucoup de stress sauf qu'après ça m'a fait énormément gagner de temps, par exemple, ben, pour infirmier c'est vrai qu'on retrouve les mêmes choses chez tout le monde. Chez ma collègue, c'était pareil, il y a eu un moment de stress ou Ouais. des choses comme ça et il y a pas que le stress, psychologique qui a un impact sur le physique, aujourd'hui on le sait, mais c'est aussi, du stress alimentaire. C'est en fonction de ce que tu vas prendre comme nourriture, bah, du coup, il y a des nourritures qui sont plus inflammables, pour les intestins que d'autres. Il y a un moment, quand on crée l'association, quand on commence à avoir des objectifs sportifs, donc là, comme mes objectifs, sportifs qui sont du trail de longue distance, faire 10 kilomètres, faire 50 kilomètres, il y a réellement une différence et comme on l'a vu, bah, il y a une partie de l'estomac, c'est super important, je pense que d'avoir l'estomac, au top quand on fait ça. Ah bah, ça c'est certain, ouais. Du coup, bah, en fait, ça vient de j'allais dire ça vient de plusieurs facteurs. Hem, attends, tu peux me rappeler juste la question? Bah, de se dire, est-ce qu'à un certain moment, est-ce que finalement c'est devenu handicapant et tu t'es dit: «Bah, par rapport aux objectifs que j'ai et que je veux atteindre, Ouais. finalement ces troubles digestifs, si je ne règle pas le problème maintenant, ça sera une limite à les réussir, en fait». Et du coup, le côté handicapant, c'est pour, bah, c'était pour atteindre des objectifs sportifs, donc voilà, faire plus de 50 kilomètres. C'était aussi pour des objectifs perso. J'arrive à l'aube de mes 30 ans, ben, je me dis que c'est le moment d'être, bien. Je sais que maintenant on peut faire quelque chose, d'avoir discuté avec des diététiciennes et cetera. Je sais qu'on peut mettre en place des choses et du coup, vu que objectif sportif, objectif perso, il faut mettre des choses en place, bah, autant prendre ce temps et franchement, maintenant si je peux donner un conseil, c'est que c'est 2 3 mois à mettre en place, suivi par un spécialiste bien évidemment, heu, mais c'est tout et Voilà, en ouais, fait c'était pas si long, quoi. alors ça dépend, les stades, ça dépend. Moi, finalement, on verra que, il y a une famille qui me cause ces problèmes-là, mais ça prend en 2 semaines de retirer, de faire un régime sans FODMAPs. On reviendra aussi sur le terme de FODMAPs, mais, heu, en faisant une semaine sans sans FODMAPs, j'avais déjà des effets. 2 semaines, j'étais bien, je n'avais plus le ventre tendu, j'étais parfait. Oui, donc ça montre que finalement, prendre et c'est une histoire de prévention, en fait. Quand nous, on s'efforce à dire dans notre association que prendre soin de soi, c'est prendre soin de son environnement, mais également pour atteindre ses objectifs et finalement être mieux dans sa tête et dans sa peau, finalement, bah, faut aussi avoir de l'information et trouver aussi, bah, que là, toutes les planètes semblaient alignées pour faire ce régime alimentaire qui est quand même très spécifique, finalement. Tu vas nous expliquer un peu et on va un peu rentrer dans les détails de en quoi ça consiste. C'est quoi déjà FODMAPs? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un terme anglais qui reprend, différentes familles, heu, notamment de glucides, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer, avec donc aussi la relation que tu as eue avec Léonora, qui est ta diététicienne Ouais. aujourd'hui, qu'on a aussi interviewée, dans ce podcast-là. Revenons un peu sur ces grandes étapes-là et explique-nous les grandes lignes de ce régime alimentaire. Ouais, ben, déjà, il faut, donc on a mis, 2 semaines à peu près à revoir en fait ce que je mangeais un petit peu tous les jours, pour voir à quel moment donc le diététicien donc, je répète que c'est très important d'être suivi parce qu'un diététicien va le faire correctement. Il va vous demander un bilan sanguin avant. Il va voir s'il y a des traitements, des médicaments qui sont en place, des choses à arrêter ou pas. Moi, l'avantage, c'est que tout était bon. Il y avait juste, bah, des facteurs, en fait, qui montraient, que j'avais une vitamine qui n'était pas absorbée. Je crois que c'est la vitamine B9, si je dis pas de bêtises. En fait, ça prouve que, pour revenir un peu, qu'est-ce qu'un côlon irritable déjà? Un côlon irritable, c'est comme si on avait dans les intestins des petites entailles il y a des aliments, donc par exemple comme le lait, ça peut être l'ail, l'oignon, qui sont inflammatoires pour, les intestins et à chaque fois qu'on mange ces aliments, ça garde ces entailles ouvertes et donc ça empêche la perméabilité
et le péristaltisme en fait, correct de notre intestin et c'est ce qui fait que, les aliments en fait, on les mange et ils disparaissent, directement et il y a Où il y a aucune assimilation nutritionnelle, quoi. c'est ça. Et du coup, donc la base du régime FODMAPS, donc FODMAPS, ça veut dire donc les fermenticides, les oligosaccharides, les disaccharides, les monosaccharides and polyose et on verra qu'il y a plusieurs familles dans chacun, dans les monosaccharides par exemple, enfin, voilà et donc le régime, il consiste à finalement supprimer toutes les familles. Et qui dit supprimer toutes les familles, je vais pas vous faire, tout ce qu'il y a à éviter, mais par exemple, si on reprend dans les légumes, il y a l'ail, l'oignon, l'artichaut, l'asperge, la betterave, le brocoli, le céleri, les champignons, choux de Bruxelles, chou-fleur, par Tout ce exemple. qui fermente d'une certaine manière C'est aussi, quoi. ça. Les laitages, pareil, yaourt, fromage blanc, enfin tout ça, les noix de cajou, les pistaches, le miel, et dans les fruits, il y a l'abricot, l'avocat, les cerises, les mangues. Et j'ai dû arrêter aussi, l'avoine, le blé, boulgour, épeautre, l'orge, tout ce qui est haricots rouges, tout ce qui est lentilles. La seule lentille que je pouvais manger, c'était la lentille corail. J'ai dû manger sans lactose, Sans gluten. sans gluten également. Donc en fait, c'est pour ça que je précise bien que c'est un régime très particulier. On ne peut pas faire ça à vie. Parce que ça veut dire qu'on va avoir des carences. Si on fait ça, là, par exemple, on l'a fait pendant 2 mois, on a suffisamment de réserves pour pas avoir de carences et derrière ça, du coup, en fait, juste en mettant en place une quantité de glucides et une quantité de protéines, les légumes toujours à volonté, malgré qu'il y avait des légumes que je ne pouvais pas manger, et bien, en fait, en 2 mois, j'ai perdu, là, j'ai perdu pas moins de 8 kilos. Est-ce que, du coup, ça m'évoque une question, est-ce que le régime FODMAPS est fait pour perdre du poids ou c'est une contre-indication si certaines personnes n'ont pas un IMC, donc un indice de masse corporelle qui est suffisamment élevé pour pouvoir faire ce genre de régime? Est-ce qu'il faut trouver une bonne période? Comment la diététicienne t'a aiguillé là-dessus? Sachant que toi, je crois que tu voulais perdre du poids aussi d'une Moi, certaine manière. l'objectif, ouais, donc l'objectif était de perdre du poids, pour être mieux quand, je courais. J'ai à peu près 10 kilos en trop par rapport à mon poids pour pouvoir être bien. Là, actuellement, je suis à 72 kilos pour, 1,75 m. Oui, je suis à 72 kilos pour 1,75 m. C'est vrai qu'à force d'être, en Suisse, avec nos collègues suisses, on prend l'accent. Mais, oui, effectivement, donc là, actuellement, je suis bien pour courir. Avant, bah, j'étais un peu trop haut. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pour quelqu'un qui a du mal à perdre du poids et qui voudrait perdre du poids, c'est très compliqué sans un régime adapté. Donc là, par exemple, sans FODMAPS, même si on adapte les quantités, le problème, c'est qu'on va avoir toujours cet estomac, inflammé et c'est ça qui empêche quelque part de perdre du poids. Maintenant, j'ai mis en place, donc avec la diététicienne, un régime strict, c'est-à-dire que c'était 120 grammes, de glucides et 150 grammes de protéines et les légumes à volonté, le midi et le soir. Le OK. matin, j'ai pas de petit déjeuner. C'est une volonté personnelle. Pour tous ceux qui veulent faire un régime, tu peux prendre du poids aussi en faisant un régime FODMAPS. C'est pas grave. C'est juste que, si tu manges beaucoup de glucides, beaucoup de pâtes, par exemple, des pâtes sans gluten, tu vas quand même prendre du poids. Tu peux garder la même alimentation si tu veux stabiliser ton poids et faire un régime FODMAPS. Ouais, et puis je pense que c'est important de signaler aussi que tu as pas arrêté ta pratique sportive pendant ce régime-là et que tu gardais quand même un rythme assez soutenu qui, entre guillemets, te brûlait énormément de calories quand même. Faut pas oublier que nous, quand on fait du sport, on fait 1 heure à 1 heure et demie de sport par jour, on brûle 1000 calories, hein. Ouais, ouais. Donc effectivement, c'est logique. Oui, oui, J'ai tu un as fondu. taux, c'est ça, j'ai un taux de sport qui est et de brûlage de calories qui est plus important que ce que je mange. Donc automatiquement, tu perds du poids. Mais pour en revenir au régime FODMAPS, le régime FODMAPS, c'est simplement d'enlever tout ce qui va être inflammatoire pour l'estomac. OK. Et ensuite, il y a une réintroduction progressive de chaque famille pour comprendre, laquelle, te correspond pas ou laquelle est à l'origine de troubles digestifs. C'est ça. Donc ça marche par semaine, ça marche par quantité? Comment c'est organisé et c'est quoi le compte rendu et la relation que tu as avec ta diététicienne pendant ce temps-là, en fait? Ouais, donc on se voit à peu près toutes les 2 semaines.
et par semaine, on va réintroduire une famille. Donc il faut savoir que, par exemple, donc on a commencé par les sorbitoles. Les sorbitoles, par exemple, c'est l'avocat, les abricots frais, les mûres, les pêches jaunes. Donc dans la première semaine, j'ai réintroduit, l'avocat. Et il faut savoir que si, par exemple, ben, l'avocat passe pas, les abricots, les mûres, les pêches jaunes et cetera, ça passera pas non plus. OK, Voilà, voilà. OK. c'est vraiment un aliment d'une famille va suffire pour savoir si, le reste passe. Et puis il y a on va dire que le lundi, je faisais une, petite quantité. Si ça passait, j'attaquais à la moyenne quantité le mardi. Si ça passait, j'attaquais à la grosse quantité, le mercredi. Si maintenant ça passe pas, s'il y a quelque chose qui passe pas, tout de suite je référais à ma diététicienne. Pendant une journée, on arrêtait et on passait à l'autre parce qu'on savait quel était le problème. Il faut OK. savoir qu'il y a peut-être une famille, moi il y en a qu'une seule Qui cause des troubles? qui me cause des troubles, et j'allais dire c'est même la moitié d'une famille. Mais, OK. et donc du coup, donc par exemple, voilà, la semaine 2, le mannitol, bah, ça va être tout ce qui est chou-fleur. La semaine 3, c'était le lactose. Donc le lactose finalement est passé, alors que ce qui est marrant, c'est que, je pensais que c'était le lactose à la base, et je pensais que c'était vraiment ça qui me causait mes troubles parce que, on se rend pas compte, mais on a l'impression que ce qu'on mange tous les jours, ce que je mangeais tous les jours, il y avait, le lactose, il y avait, le gluten, et finalement, il y avait, les fructanes, mais ça on verra après. Donc voilà, et donc je disais, il y avait le lactose, il y avait les galactanes, qui sont les pois chiches, par exemple, fructanes, et donc c'est là où on en arrive, aux fructanes céréaliers, donc les pâtes, le gluten en règle générale, et les fructanes, fruits et légumes, et qui comprennent l'ail, l'oignon, et cetera. Et nous, ben, en fait, quand je suis arrivé à cette 6e semaine, ben, dès que j'ai essayé, l'ail, l'oignon, c'est pas passé, dès la petite quantité, et du coup, bah, aujourd'hui, je sais que voilà, Tu mangeras plus d'ail et plus d'oignons, quoi. je suis contraint à temporiser sur certaines choses. Il faut faire attention à ce qu'on mange, mais voilà, et puis ensuite, en dernière semaine, on avait le fructose qui comprend, les sucres, le miel, par exemple, voilà. Et comment tu envisages, donc moi qui fais aussi pas mal de trail, on sait que pendant une activité de trail, il y a besoin d'énormément de glucides pendant l'effort et on sait qu'il y a des formes de glucides simples, des formes de glucides complexes. Comment tu envisages? Est-ce que du coup tu dois adapter, ton expérience là, de FODMAPS? Est-ce que, tu dois mettre des choses en place pour ta future pratique de trail et ta gestion de l'effort, sur un plus de 50 kilomètres par exemple? Ah, c'est là où, par exemple, le suivi avec la diététicienne, il est sur 6 mois, parce il y a le moment où on teste, on réintroduit, on supprime, on réintroduit. Mais ensuite, il y a, les autres réintroductions. Ça va être, par exemple, je sais qu'on boit du coca. On va boire un peu de coca, quand on est en course, parce qu'il y a directement du sucre, il y a directement, le fait que ça fait quand même du bien à l'estomac. Des fois, il y a un peu de gaz aussi. Ça va être important pour rôter tout simplement. Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est vrai. ça fait C'est hyper ressortir important. l'air, et c'est vrai qu'en course, c'est super important. Et du coup, bah, ça pareil, là, on va prendre toute la gamme de gels. Il y a des gels qui vont être mieux pour moi, d'autres moins bien. Et en fait, on va tester pareil avec la diététicienne, et à chaque fois, bah, moi, l'objectif, en fait, c'est que, elle me dise: «Bah, là, sur ta prochaine course, tu testes celui-là, on voit ce que ça donne. Là, pour, ta prochaine sortie, hop, tu testes ce gel», OK. et en fait, on y va progressivement. Je pense que c'est aussi important de rappeler que ta diététicienne est spécialiste en nutrition sportive. Ouais. Du coup, elle a aussi un vrai regard et du recul et des compétences associées sur le trail et sur ce type d'effort. C'est ça, c'est ça. Et faut pas oublier qu'avant, bah, il va y avoir un bilan sanguin, il va y avoir, un rendez-vous avec un médecin si vous voulez parce qu'aujourd'hui, avant les médecins, bah, du coup, étaient moins basés sur, qu'est-ce qu'un côlon irritable, et cetera. C'est toujours, voilà, et aujourd'hui, maintenant, bah, on en entend beaucoup plus parler, c'est beaucoup plus documenté, donc les médecins sont déjà beaucoup plus alertes aussi, et et du coup, ils peuvent directement vous diriger vers des spécialistes et j'allais dire, vers des diététiciennes ou diététiciens qui sont, spécialisés dans, ces régimes, sans FODMAPS. OK. C'est hyper intéressant et ça là, j'aimerais qu'on aborde une autre partie, c'est plus sur l'approche psychologique d'un régime alimentaire.
J'imagine que dans ta vie, tu avais plein d'habitudes alimentaires, je sais pas, tu peux avoir du grignotage par certains moments, des gestes que tu fais de manière automatique, de manière machinale, qui je te connais, je sais que tu adores les M&M's et je sais que tu en consommais un peu, comme ça de temps en temps dès qu'ils étaient sur la table. Comment tu as fait pour ne pas craquer? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que la mise en place d'objectifs spécifiques t'a aidé à atteindre et à ne pas craquer? J'aimerais qu'on reprenne un peu sur l'aspect émotionnel et psychologique de ces 2 mois qui étaient finalement assez particuliers, par rapport à tout ce que tu avais vécu auparavant, quoi. Ouais, alors ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Bah, comme tout le monde, en fait, on a des habitudes alimentaires. Ce qui est bien, il y a eu plusieurs choses. C'est que d'un côté, on a eu l'association, on a des, j'allais dire, on prône finalement le bien-être et le bien-être général. Donc déjà pour nous-mêmes, bah, il faut qu'on se conforte et qu'on fasse ce qu'on dit. C'est Ouais, normal. ça me paraît logique, ouais. C'est un peu logique. Après, les M&M's, par exemple, pour en revenir à ça, quand on fait des expéditions, je trouve que c'est toujours important d'avoir un petit plaisir Oui, bien et sûr. c'est vrai que d'avoir un peu de sucre, d'avoir un peu de choses, c'est topissime. Par contre, quand on rentre à la maison, le problème, c'est que ces petites habitudes, on va pas se le cacher, on les a toujours. Bah, finalement, il faut mettre en place des leviers. Parce que pour une personne où on va dire: «Il faut arrêter ça», c'est comme arrêter de prendre l'avion, c'est impossible que la personne te dise: «OK, j'arrête», parce qu'on supprime quelque chose et pour tous les êtres vivants, quand on supprime quelque chose, c'est une frustration, c'est une punition et donc il faut des leviers à ça et moi les leviers déjà c'était que j'ai un objectif sportif, j'ai un objectif de temps, j'ai un objectif de kilomètres, donc du coup, bah, si je veux réussir, je dois donc, supprimer des choses qui m'empêchent d'arriver, à cet objectif. Là, dans ce cas-là, c'était effectivement, passer à côté d'un pot, prendre mes petits M&M's, prendre mes noix et bah, par exemple, j'ai remplacé tout simplement les M&M's par, des raisins secs, des noix, des choses qui sont un peu plus saines. Faut pas oublier que derrière, il y a une pratique sportive, donc automatiquement, c'est normal qu'on va avoir faim. Maintenant, je mangeais pas assez de protéines, donc du coup, j'ai dû rééquilibrer, mes protéines, puisque savoir que la faim, le grignotage, bah, sont liés soit à la soif, soit, au manque de protéines. Si j'ai comblé ces problématiques-là, techniquement, j'ai plus de grignotage, j'ai plus envie de grignoter. Ouais, Aujourd'hui, je prends une poignée de mes noix, de mes ouais, abricots, tes oléagineux, séchés, quoi. voilà et je les mets, dans un petit pot et je dis: «Bah, voilà, ça c'est, ma quantité pour une journée et si c'est fini, c'est fini». Et en fait, ce que je trouve aussi assez incroyable, c'est que le geste reste, en fait, d'une certaine manière. Le geste juste d'avoir ce pot, c'est pas tu as supprimé le pot sur la table et tu le vois plus. Donc la notion de privation, tu l'as immédiatement. La table reste une table, le pot reste un pot, mais c'est juste que tu as changé le contenu de ce pot. Ouais, Et en fait, tu grignotes, mais tu grignotes des choses qui sont finalement bons pour toi. Et quand on parle d'oléagineux, on dit souvent, quand on regarde les conseils du plan national nutrition santé, les oléagineux, c'est une poignée par jour et par personne. voilà. Et en fait, cette poignée de M&M's qui était dans ton pot avant, elle s'est transformée par quelque chose de bon et d'essentiel même à ton bien-être général, quoi. OK. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est, une chose dont on n'a pas parlé, mais, tout ce qui va être inflammatoire, c'est tout ce qui est ultra transformé, junk food, boissons gazeuses, boissons sucrées, tout ce qui est sucre industriel rajouté. Tout ça, en fait, fait que c'est des choses où là, par contre, il faut les bannir et l'alcool. Donc parce que, bah, tout ça, en fait, ce sont des inflammatoires, mais inflammatoires natifs. C'est-à-dire que quand on le mange, C'est du poison, quoi. c'est pauvre en nutriments et c'est inintéressant pour le corps. Alors oui, une bonne bière, bah, ça fait toujours plaisir, et ça, c'est des choses dont aujourd'hui, par exemple, je vais cuisiner à la bière, mais je vais pas consommer de bière. J'ai totalement arrêté l'alcool, donc même une bière en terrasse ou quelque chose et tout, bah, j'allais dire que des fois, ça par contre, j'allais dire, c'est un peu frustrant parce qu'en fait, quand on sort au restaurant ou qu'on Même quand on allait boire des cafés et cetera, plusieurs fois, ouais, tu devais regarder la carte pour savoir, qu'est-ce que tu pouvais consommer ou pas et c'est ça et aujourd'hui, bah, en fait, voilà, j'ai fait mon choix. Café, c'est fini. Je vais plutôt prendre une tisane, même si le thé, je peux, mais on va éviter.
En fait, tout ce qui va être inflammatoire et à risque d'inflammation, bah, là, je l'ai complètement supprimé. Finalement, j'ai envie de dire et j'ai un ami qui me le dit, très bien, qui s'appelle Guillaume aussi et s'il écoute ce podcast, il rigolera. Mais finalement, il me disait: «Oui, mais en fait, quand on me dit tout ça, on me demande juste de manger sainement et de manger normalement. Donc finalement, ben, c'est pas vraiment une privation. C'est on me dit: "Ben, mec, mange normalement"». Bon, bah, magnifique, je vais manger sainement et normalement. Donc si on le prend dans ce sens-là, bah, il y a plus de privation, Et il y a du que coup, du ça bénéfice. m'évoque une question, c'est la notion de plaisir. Quand tu piochais ces quelques M&M's avant, donc c'est un geste que tu avais ritualisé d'une certaine manière, et que maintenant finalement, la concentration sur: «Je veux atteindre mes objectifs sportifs et parcourir un 50 kilomètres en moins de 6 heures, je sais que ça va me procurer énormément de plaisir». Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a eu un déclic psychologique quand même, où tu te dis, la privation n'étant pas là, le plaisir que va être cette course ou va être cet effort sportif est tellement décuplé, va être décuplé par tous les efforts que tu as fournis en amont ou pas? Ouais et je pense que pour ceux qui ont ces problèmes intestinaux, hem, au bout de 2 semaines, quand les 2 semaines sont passées et que j'avais plus rien, plus de douleur, j'avais repris un transit normal et ben, franchement, pour rien au monde, je changerais ça et de comprendre que ça peut se transformer en 2 semaines et qu'on peut être bien en 2 semaines, je vois franchement, je vois pas l'intérêt pourquoi, j'irais boire une bière, pourquoi j'irais me faire du mal finalement, à l'intestin. Or, là, je suis super bien et ce qui est finalement marrant, c'est qu'au bout, de toutes ces étapes, et qu'on réintroduit, bah, je peux même manger des trucs qui sont un peu épicés et qu'avant tout de suite, j'aurais eu des douleurs et tout. Bah, même maintenant finalement, ça va OK. et ça veut dire qu'il ne faut pas que j'en abuse et c'est comme tout en fait, juste ne pas en abuser. Mais je sais que j'ai une marge de manœuvre. Ouais, et puis je pense qu'aussi la notion de plaisir peut s'associer au fait que tu te connais mieux davantage aussi aujourd'hui. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui est mal pour toi, et je pense que tu parlais de l'aube de tes 30 ans. Tu arrives à un certain âge où tu te dis, «J'ai aussi besoin de me connaître et des choses que je n'expliquais pas ces 10 dernières années dans mon corps, je sais aujourd'hui l'expliquer». Et aussi peut-être si un jour tu veux des enfants, dans cette manière-là et cette vision de prendre soin de ça, de prendre soin de toi, pardon, ça peut être essentiel dans ce que tu veux transmettre à tes enfants ou à tes proches ou à ton entourage. Hem, J'aime bien cette partie-là et j'aimerais aborder un sujet qui peut concerner, peut-être le plus grand nombre ou les personnes qui veulent faire un régime alimentaire. Est-ce que c'est cher? Est-ce que, sur ton portefeuille, tu t'es rendu compte que, bah, tu allais devoir, bah, déjà, il faut payer une diététicienne. Est-ce que faire un régime, ça veut dire, peut-être aller dans un supermarché où tu achètes des produits sans gluten? Comment tu as vécu ça? Ça a été quoi ton approche et qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ça? Très bonne question, très, très bonne question. Ouais, c'est hyper cher. Franchement, c'est cher. On va pas se le mentir. Une farine, j'allais dire une farine sans gluten, sans lactose, un sachet de 500 grammes, par exemple, c'est 4 €. Là où, un Ouais, un sachet de 30 fois plus cher, farine, quoi. ah ouais, ouais, ça va être beaucoup moins cher. Ouais, c'est normal. C'est normal, c'est vraiment là aussi où c'est une volonté. Je vais pas aller de toute façon, je vais pas aller au restaurant. Là où, j'allais au restaurant, là où je me faisais plaisir, à aller, je sais pas, dans un alors je vais pas dans un McDo, mais aller, admettons, je vais me faire un petit burger, un truc, comme ça. Bah, là, du coup, il y a plus. Il y a plus et c'est plus du tout. Parce que du coup, bah, on a été, par exemple, au restaurant ou chercher un sandwich, par exemple, juste dans une sandwicherie. Bah, moi, j'avais mon plat. J'avais mon plat, et ce qui est normal. Ça demande de l'organisation Ouais. mais clairement et ça demande un budget. Par contre, ce qui est super cool, c'est que j'ai découvert plein d'autres choses. J'ai découvert, j'ai voulu, voir si la farine de pois chiche, bah, j'avais le droit. J'ai voulu voir, je sais pas, bah, par exemple de la farine de riz. Le riz, par exemple, je peux, c'est sans gluten, donc le riz, on peut et de prendre du riz de bonne qualité, c'est très bien et par contre de cuisiner avec de la farine de riz, bah, c'est top. Et donc en fait, de toutes ces contraintes et là, c'est Olivier Schmitt qui le dit, mais au niveau de la photo, de la contrainte naît la créativité. Et du coup, bah, je trouve que dans la cuisine, c'est la même chose. De cette contrainte, Oui, tu as j'en ai découvert de nouveaux plats et tu as pris plaisir à ouais, j'en ai dégagé de la créativité.
Finalement, bah, j'ai ouvert mon panel, psychologique, j'allais dire, de ce qu'on peut manger et aujourd'hui, bah, même si je peux remanger du gluten, je peux remanger du lactose, bah, je me fais plaisir à goûter d'autres choses. Ouais, Heu, donc la notion de plaisir est encore là, en fait, d'une certaine manière. Il y a une vraie composante où le prix était un frein, mais finalement, vu que c'était une contrainte, tu as pu, bah, en allant au supermarché, tu as même peut-être découvert d'autres supermarchés, je ne sais pas comment tu as fonctionné. Est-ce que c'était, tu as des produits bio ou c'était pas du tout recommandé par ta diététicienne? Comment ça s'organisait? Les courses? Tu avais une course prédéfinie avec, des listes de repas? C'est elle qui faisait tes repas? Heu, au début, c'est, la diététicienne qui m'a fait les repas pendant 2 semaines. Et ensuite, elle m'a donné une liste de repas potentiels, en fait. Par exemple, un truc que j'ai bien aimé faire, des croque-monsieur, un truc tout con. Mais dans des croque-monsieur, il y a une béchamel. En fait, j'ai fait une béchamel sans FODMAPs, c'est-à-dire que je l'ai fait à base de lait de riz et on a mis de la margarine parce que du coup, je pouvais pas ouais, le beurre. Donc on a fait, margarine et lait de riz. Bah, franchement, c'est super bon. C'est super bon, ça change. Il y avait du pain sans gluten, et du pain puis de riz aussi que tu mangeais, ouais, tu as ouais, découvert plein de trucs, ouais, quoi. on a testé le pain de riz aussi, alors là, bon, pour le coup, c'est une ancienne qui le fait super bien. Donc pour le coup, ouais, non, c'est du vrai pain fait par, des vrais boulangers. On les voit travailler, c'est du vrai levain. Pour le coup, ouais, c'est très, très bon. Très, OK. très, très bon. Dans toute ton expérience, donc là de ces 2 mois, donc j'apprends que finalement il y a quand même plein de points positifs et que tu ressors, bah, tu te connais mieux, d'une certaine manière, tu as grandi parce que tu as aussi changé tes habitudes alimentaires. D'ailleurs, je pense que c'est un point qu'on pourra discuter tout à l'heure. Mais est-ce que tu aurais des grandes lignes ou des grands conseils à donner à des personnes qui veulent entamer, qui se posent des questions, pas forcément sur le régime alimentaire des FODMAPs, mais d'une manière un peu plus générale, si on prend un peu de recul sur, la mise en place d'un régime alimentaire? Ces dérives aussi, parce qu'encore une fois, il y a de la surinformation et peut-être de la mauvaise information sur ça. Ça peut parfois être très cher ou il peut y avoir des arnaques. Est-ce que tu aurais, toi, des conseils sur, comment entreprendre un régime alimentaire aujourd'hui? Bah, la première chose que je dirais, c'est d'être accompagné. Heu, Tu ne savais pas certaines choses que tu as apprises avec la diététicienne? ouais, c'est d'être accompagné, c'est de pas rester, seul, de discuter, même ne serait-ce que si c'est juste pour s'informer. Appeler une diététicienne, faire un premier rendez-vous avec une diététicienne, ce sera que bénéfique, en fait. Hem Parce qu'elle va nous dire où est-ce qu'on en est et elle aura la capacité et en fait le discernement qu'on n'a peut-être pas. Parce qu'il faut savoir que quand on se regarde dans la glace, ce qu'on l'on voit, c'est le reflet de ce qu'on imagine de nous, mais pas de ce que les gens voient Ouais, réellement. ouais. Et du coup, il y a peut-être des fois cette dissonance et on le sait par exemple pour ceux qui s enfin l'anorexie, par exemple pour l'anorexie, il va y avoir des comportements et cetera. Bah, franchement, il faut pas prendre un régime, c'est pas à prendre à la légère. C'est vraiment, voilà, un choix, il faut en discuter. C'est pour ça que je dis la première chose, c'est d'être accompagné. Après, s'il y avait un conseil que, par exemple, je devrais donner à moi, plus jeune, je lui dirais: «Mais en fait, fonce, fais-le plus tôt». Tu Puis vois? peut-être écoute ton corps aussi. Ouais, Est-ce qu'à un certain moment, tu t'es dit: «Je sais que c'est là, je sais que ça me dérange, mais je l'occulte, en fait. Je le mets de côté parce que j'ai pas le temps, parce que c'est contraignant, parce que, je c'est pas le moment, j'ai pas envie d'arrêter ma pratique sportive». Enfin, tu voyais plus de négatif que de positif, sans vraiment te poser en te disant: «Qu'est-ce que je ressens dans mon corps?» aussi peut-être? ouais, mais ça, c'est énormément de développement personnel. Ouais, C'est énormément de recherche, c'est énormément de mais il y a une base, c'est déjà de vouloir changer, en fait. Et là, avec je vais parler à tous ceux qui ont regardé, Bref, mais je pense qu'il y a un moment où effectivement, il faut se poser la question: est-ce qu'on est, faut se remettre en question. Faut se remettre en question. Est-ce qu'on est le gars du film? On veut pas être le gars du film et donc du coup, on se remet en question. Faut avoir vu Bref, c'est une petite référence, mais dans l'idée, c'est se remettre en question. Et en fait, si on part du principe qu'on se remet tous les jours en question, qu'on essaye mais positivement, tu vois? C'est pour avancer, bah, en fait, on trouvera toujours des axes d'amélioration. Et là, je remercie clairement, bah, Adrien qui nous aide justement pour l'association. développer l'association,
pour développer notre structure mentale aussi, aller voir plus loin, ouvrir les œillères. Et je trouve que justement là, c'est super intéressant parce que on arrive jusqu'à nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, se dire: «Mais attends, ça, on change». Et en fait, plus on change de petites choses comme ça, plus on évolue, plus on s'améliore et plus, à la fin, on regarde en arrière et on se dit: «Bah, tout ce que j'ai mis en place est bénéfique et meilleur, que ce que j'avais avant», alors que l'effort que ça demande est 2 fois plus important. Oui, oui, bah, clairement. Et finalement, là, aujourd'hui, le bénéfice-risque et le point positif, point négatif, quand tu refais une balance aujourd'hui, je sens même dans ton discours, sans poser, à l'écrit, ce que tu as vécu, je sens qu'il y a du positif parce que tu te sens mieux dans ton corps et rien que ça a pas de prix, quoi. Full positif. OK. Ben, en tout cas, merci d'avoir témoigné. Je trouve que c'est pas forcément un exercice facile, de parler de soi, encore plus sur une émission de podcast où on essaye d'aborder, le bien-être. Mais le parler de ton bien-être, ça semble aussi fondamental, pour comprendre, bah, qu'est-ce qu'on veut dire, en fait et qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos plus jeunes dans les conférences, dans les témoignages, qu'on essaie de donner. Hem Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose que tu voulais nous dire sur ce moment de ta vie ou tu as le sentiment que Moi, tu as tout dit? Non, je pense que là, je vais reprendre ma casquette, de podcasteur normalement, mais effectivement, tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, en fait, n'est qu'un prétexte où on abordera, bah, prochainement, en fait, le bien-être psychologique, à quel point c'est important pour, je sais pas, un défi sportif de se préparer, psychologiquement. Je pense que voilà, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place dans sa vie, de tous les jours, que ce soit pour, l'écologie, le bien-être et je pense qu'on y reviendra parce qu'en fait, finalement, c'est des sujets qui vont nous permettre de grandir et de se D'aller plus loin, développer, quoi d'aller beaucoup plus loin. et de développer notre créativité d'une certaine manière. Parce que cette phrase, elle m'a marqué et je pense que à ceux qui nous écoutent peuvent se poser la question de, si dans la contrainte peut naître la créativité et je pense qu'on terminera là-dessus. J'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura intéressé d'en apprendre davantage sur, les FODMAPs et d'une manière plus générale sur les régimes alimentaires. Je vous rappelle qu'il est possible de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et également de nous écouter ou de nous voir. Vous pouvez nous écouter sur Deezer, Spotify, mais ce podcast sera également disponible sur YouTube. N'hésitez pas à interagir, on a toujours besoin d'avoir des retours pour progresser. On s'efforce de tenir ce rythme, d'un podcast toutes les 2 semaines. C'est chose faite, mais on a aujourd'hui trop peu de retours de votre part et ces retours peuvent nous permettre, de grandir et de progresser. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Je te remercie Guillaume pour ton temps et ton témoignage et on vous dit, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de l'ECM Podcast. Bah, carrément, merci de m'avoir invité et merci de m'être invité dans mon podcast, c'est trop bien. C'est vrai, hein, C'est particulier. c'est génial, c'est génial et je rajouterais peut-être que pour ceux qui nous écoutent et qui nous écoutent jusqu'à la fin, on a besoin de bénévoles. On a besoin de bénévoles pour l'association, et même on irait jusqu'à des salariés. Donc Oui. n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes nos coordonnées, que ce soit sur Instagram, et même sur le Instagram, il y a le site internet. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on a besoin de vous. Bref, À bientôt. à bientôt!